Je faisais une allusion au problème de la décolonisation. Ce que je veux dire, c'est d'abord tout simplement le fait, c'est que l'autorité suprême, l'autorité décisive, elle n'est plus entre les mains des Blancs, même si le pouvoir, vous voyez, si vous voulez une différence entre autorité et pouvoir, le pouvoir, c'est-à-dire les moyens de faire quelque chose, c'est les Blancs, évidemment. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le problème des politiques dites de coopération, d'aide, etc. Hein. Il y a un ministère de la coopération qui n'existe plus. Et le ministère de la coopération joue un rôle absolument essentiel dans les rapports entre l'ancienne puissance coloniale et les territoires, enfin les nouveaux pays indépendants. Donc le pouvoir était pouvoir économique et politique de l'ancienne puissance tutélaire, l'ancienne puissance coloniale, les métropoles, mais l'autorité, bon, c'était l'autorité de l'État indépendant du Tchad et des types qui avaient à peu près le niveau, soit le baccalauréat dans le meilleur des cas, ou simplement des brevets, et puis la capacité de lire et écrire convenablement, correctement le français, qui se trouveraient propulsés à des positions administratives qui parfois étaient très, très importantes. Donc les villageois africains subissent ça. Ils subissent ça, c'est-à-dire, je me souviens d'un Africain qui me disait « Oui, pourquoi ce fonctionnaire qui était même du même pays qu'eux, hein, qui était un Mbaye aussi, pourquoi il vient nous dire qu'on ne fait pas convenablement les différents traitements qu'il faut faire pour les champs de coton, alors que lui, il n'est rien du tout. On sait très bien que sa voiture, il n'y aurait pas un litre d'essence si le blanc ne payait pas, si le blanc ne fournissait pas l'intendance, hein, donc qui ne nous casse pas les pieds, etc. Donc c'était ressenti par la population villageoise. Alors, disons, la période postcoloniale, décolonisation, le mot en français indique un processus très long. Nous parlons en octobre, à la fin du mois d'octobre 2019, qui oserait dire, connaissant un peu l'Afrique, que le processus de décolonisation est complètement achevé. Personne ne pourrait dire ça. Maintenant, en quoi consisterait cet achèvement? Franchement, j'en sais rien. Je veux dire, parce que ça suppose des conditions économiques, politiques telles qu'on ne peut même pas les imaginer, telles que le monde est aujourd'hui. Alors donc, il y a dans la décolonisation cet aspect-là, cet aspect, disons, d'un pouvoir un petit peu souvent tyrannique des détenteurs de l'autorité de l'État indépendant, donc des Africains eux-mêmes. Ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose qui est plus ou moins ancien selon les endroits, selon les villages, les régions, qui est la présence des missionnaires. Alors, la présence des missionnaires, elle est absolument décisive dans beaucoup de régions de l'Afrique noire, mais tout particulièrement dans celle où j'ai travaillé dans le sud du Tchad, parce qu'ils ont été les premiers à, d'une part, tout simplement introduire le christianisme, c'est-à-dire une religion universelle monothéiste, avec des textes. Donc, il faut bien voir l'importance de la chose, hein. C'est-à-dire, les missionnaires, les premiers missionnaires qui sont sur place, qui sont d'ailleurs la plupart du temps des Américains, hein, les missions évangéliques américaines. En 1921-22, je dis peut-être une bêtise, 21 ou 22, je ne sais plus,
c'est les premières missions qui arrivent dans le sud du Tchad. Le personnel politique qui va diriger le pays est issu des élèves des premiers missionnaires. En premier lieu, le premier président de la République qui va jouer un si grand rôle, François Tombalbaye, qui sera assassiné en 1975. Donc il règne de 1960 à 1975. Donc leur tâche première, primordiale, c'est l'apprentissage le plus complet, le plus strict possible de la langue. La transposition écrite de textes de la langue, et ensuite, c'est-à-dire ils recueillent des proverbes, des chants rituels, etc., pour avoir un petit matériel de base en langue vernaculaire, et se mettre au travail au plus vite pour traduire des textes qui vont faire la base de la catéchèse, et puis ensuite l'Évangile. Ils vont traduire l'Évangile. Je ne sais pas s'ils traduisent partout les 4 évangiles, mais en tout cas, je sais que l'Évangile selon Matthieu, selon Marc, je l'ai vu de mes yeux vus, était traduite et se trouvait dans beaucoup de foyers. Donc, il y a une espèce de mainmise des missions, non seulement par ce qu'il faut bien appeler l'éducation, l'apprentissage de la langue, la maîtrise de la langue, qui va vous donner des avantages économiques, qui va créer, qui va créer une classe sociale. D'ailleurs, les Anglais, avec leur pragmatisme et leur réalisme, the literate people. Un literate, c'est-à-dire ceux qui possèdent la capacité de lire et d'écrire, qui vont donner les premiers clerks. Les clercs, comme on dit en français, le clerc de notaire, etc. Vous voyez ? Donc, et non seulement les missions vont avoir ce rôle culturel, éducatif et économique, mais aussi un rôle, alors là, qui est quand même exorbitant, social, c'est-à-dire la polygamie, qui est quand même la pratique la plus courante. N'avoir qu'une seule femme, c'est n'avoir pas de femme. Parce que si ma femme a ses règles, je ne peux plus rien faire. C'est foutu, ça ne va pas. Donc la polygamie est la règle. Il faut bien comprendre ça. De même que pour nous, c'est la loi. Même si on peut avoir 36 maîtresses et aller au lupanat, etc., la loi, c'est j'ai une épouse qui est... laquelle, bon, la loi définit ce que c'est que le lien conjugal, le lien matrimonial, etc. Là, l'enseignement très fort des missionnaires, c'est la polygamie, c'est le mal, la polygamie, c'est diabolique, il faut être monogame. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, si l'on peut imaginer, les conséquences que ça a sur tout l'équilibre social. On parlait tout à l'heure du système d'échange matrimonial, le système de l'intrication entre le système de parenté et le système matrimonial. Donc, vous allez trouver des villages où il va y avoir une sécession. Vous avez, ça c'est le quartier des convertis, c'est le quartier de ceux qui ont fait le catéchisme, etc. Ils se marient entre eux, ils sont monogames. Alors, je parlais tout à l'heure des groupes de commensalité. Alors, les nouveaux chrétiens, les fraîchement christianisés, vont découvrir la conjugalité, c'est-à-dire le repas où un homme et sa femme, et éventuellement les enfants, mais ça c'est plus rare, vont manger ensemble. Donc c'est une espèce de bouleversement profond, puisque dans les groupes de commensalité traditionnels, vous avez différents foyers, c'est-à-dire différents ménages, parce que le ménage est une unité réelle. Vous avez différents ménages dont les épouses
les épouses de chacun des ménages vont tour à tour préparer la boule de mil, préparer la cuisine pour un ensemble plus vaste. Donc ça va faire une espèce de concaténation de groupes autour de la commensalité qui va être dissoute, qui va être défaite par ceux qui sont christianisés et qui ont un sentiment de supériorité. Parce que qui dit christianisme dit vérité. Le paganisme, c'est le mensonge, c'est des diableries. Alors, à un moment donné, il y avait une sortie de masques, enfin, je n'entre pas dans le détail, là, parce que on pourrait parler pendant des heures là-dessus, mais à un moment donné, j'étais dans ma case avant que je dormais, et viens vite, il y a les diables. Je dis, les diables, qu'est-ce que c'est que ça? C'était des masques. Donc, c'était un enfant qui était passé par la mission, et au lieu d'utiliser le terme traditionnel qui convient pour ces masques de fibres qui revêtent complètement le porteur, qui avec une voix de fausset, donc qu'on est censé ne pas reconnaître. Le masque, c'est une entité par elle-même, et ce n'est pas le porteur de masque qui est présent. Ce qui est présent, c'est la puissance incarnée dans le masque. Alors, brusquement, ça devient un diable. Alors, un diable, ça veut dire que c'est simplement du mal, que ce n'est plus une entité dans un ensemble, dans un système qui est absolument inséparable de la conception même, par exemple, de l'initiation et des grands rituels collectifs. Hein, par exemple, au moment des funérailles. Bon, parce que les rites d'initiation et les rites funéraires sont en quelque sorte en miroir. Hein. L'initiation, c'est la mort symbolique avant la Renaissance, et la mort réelle, c'est le passage d'un état à un autre via les mêmes opérateurs qui sont les masques et les puissances. Chez les Moundans, on dira les puissances de la brousse. Hein. Donc, on ne peut pas sous-estimer, d'ailleurs le pape, lui, ne sous-estime pas l'influence des missions chrétiennes, catholiques ou protestantes, même s'il y a d'énormes différences. Je vais vous en donner une sur le système social, sur le système total africain. Alors, je vais vous donner une différence que tout le monde connaît, évidemment. Entre africanistes, on en parle énormément. Une différence entre les protestants et les catholiques, c'est que les protestants sont rigoristes. Alors, non seulement ils sont intraitables sur la question de la monogamie, mais ils sont aussi intraitables sur la question des danses, sur la question des danses, et aussi sur, disons, enfin, bon, quelque chose d'absolument capital dans la vie rituelle de tous les peuples, la boisson. Bon, la bière de mil, puisqu'il s'agit de la bière de mil, joue un rôle essentiel. Ça a été étudié de manière très détaillée chez les Dogons et dans un très grand, Éric Joly, dans un très grand nombre de sociétés. Interdiction de boire la bière de mil, interdiction de la consommation d'alcool. Alors, les catholiques, là, il faut dire en faveur des catholiques qu'ils n'ont pas eu cette espèce de tyrannie vraiment insupportable, enfin, à mes yeux absolument insupportable, sur les sociétés évangélisées, catéchisées, etc., etc. Donc ça, c'est une différence absolument essentielle. Mais de toute façon, l'influence des catholiques n'est pas pour autant moins importante, elle n'est pas du tout négligeable, n'est pas moins importante que celle des protestants. Simplement, elle se manifeste, disons, je dirais simplement d'une façon plus libérale. Hein. Mais oui, vous pouvez danser, mais en chantant des chansons
qui conviennent, des chansons, pas des chansons paroissiales, mais si. Parce que la notion de paroisse a été introduite sur le modèle des paroisses en pays de chrétienté. Bon, donc, en ce qui concerne la boisson, après tout, il y a le vin qui est consacré. Donc, ce n'est pas le vin, comme le vin de messe, qui sera consacré, ça sera la bière. Et ils ne seront pas du tout intolérants sur la question de la boisson, de boire de la bière. Alors ça, c'est, disons... alors, en ce qui concerne l'émission, bon, on pourrait en parler très longuement, mais je veux dire, en ce qui concerne le terrain, alors il faut effectivement parler, ça c'est absolument évidemment incontournable, c'est la question de l'apprentissage par l'ethnologue, par l'ethnographe, de la langue. Alors, je dois avouer très franchement, très simplement, que je ne fais pas partie des surdoués qui ont été capables, en quelques mois, de vraiment parler de façon autonome la langue du village, la langue du pays dans laquelle ils travaillaient. Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours été flanqué, si j'ose dire, d'un jeune homme avec qui je devais avoir des rapports très très proches, très amicaux et de complicité, je dirais même de complicité intellectuelle. Il comprenait ce qui m'intéressait, ce que je cherchais, et qui me servait d'interprète. Alors, des fois, je pouvais aller seul faire mes... Alors, tout le monde sait l'importance des salutations. Les salutations peuvent durer 5 minutes. Mais montre en main, 5 minutes. Et d'autre part, par exemple, vous voyez deux personnes qui se croisent sur un chemin, ils sont encore en train de dire des salutations alors qu'ils sont à 50 mètres l'un de l'autre, vous voyez. Donc, alors ça, on apprend ça comme un enfant chez nous apprend sa première récitation, une fable de La Fontaine ou un texte, une poésie pour enfants. Alors ça j'ai vraiment appris les salutations. Donc je pouvais un peu, je m'excuse d'être grossier, je pouvais, les Africains aimaient bien ce mot-là, démerder. Ah, tu démerdes bien. Bon, bien, c'est trop vite dit. Donc ça, je pouvais, comme je le disais peut-être tout à l'heure, dès que je commençais à formuler une phrase en mon nom, dire quelque chose, les gens éclataient de rire, tellement ma prononciation était mauvaise, parce qu'il faut vous dire que dans l'écrasante majorité des cultures africaines, les langues sont des langues à ton. C'est-à-dire que les hauteurs sont aussi pertinentes que les accents et que la vocalisation elle-même, hein, que, disons, la phonétique. Donc, et alors, comme acquérir le système tonal d'une langue, c'est quelque chose, bon, évidemment des linguistes savent faire, et ils le font, mais c'est extrêmement difficile. Il faut vraiment y consacrer. Un linguiste, il consacre son temps à ça. D'ailleurs, il y a un linguiste qui travaillait non loin de chez moi, qui m'a dit, tu prends un diapason, et avec un diapason, tu peux déterminer exactement les hauteurs. Je dis oui, mais il faut les répéter après, il faut les imiter. Par exemple, je donne un tout petit exemple. Alors là, ce n'est pas un exemple tiré du Mbaï, mais du Mbundan, dont je parlerai plus loin. Par exemple, il y a SU, sou. Alors, si vous avez le ton haut, c'est une corde. Si vous avez le ton bas, c'est un serpent. Et ton moyen, mi-moyen, c'est le corps. Alors, vous voyez, pour vous, pardonnez-moi encore la grossièreté, pour vous fiche dedans, il n'y a rien de tel. Donc, prétendre que je pouvais seul avoir une conversation avec un vieux Sahara, un vieux Mbaï ou un vieux Mundan, non, il fallait que j'aie quelqu'un. Simplement, ça je dois le dire quand même, c'est que j'avais l'oreille. C'est-à-dire, j'entendais bien ce que disait la personne avec qui j'étais en conversation. Et à mon interprète, je lui disais, dis donc, pourquoi tu n'as pas traduit ça? Alors là, je dis, tu traduis tout, hein? Tout, point final.
Bon, donc, il fallait toujours veiller au grain, si j'ose dire, mais je pense que ça se passait bien. Et puis surtout, alors là, nous, ethnologues des temps modernes, nous avions le privilège des magnétophones. Je parlais du Nagra tout à l'heure, qui est vraiment une perfection, ou de l'UR. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour les marques de magnétophones. Mais alors avec le magnétophone, on peut travailler vraiment à une connaissance et du lexique, évidemment, en questionnant sur ce que c'est, sur les champs sémantiques, qui sont absolument décisifs pour comprendre une notion, comprendre un concept, et puis même sur la construction de la phrase. J'ai compris, par exemple, j'ai traduit une vingtaine de contes, avec évidemment mon interprète, mais je crois les avoir traduits très correctement. C'est-à-dire en comprenant vraiment la syntaxe, en comprenant vraiment ce que c'était de narrer, de faire une narration dans la langue Mundang ou dans la langue Mbaye. Donc après ce terrain, en thèse. Ah bah alors je termine. J'ai encore un peu de temps. Il reste 9 minutes. Bon, alors 9 minutes me suffisent largement. Puisque je parle du contexte général, puisque je parle de la manière dont les choses se sont passées pour moi dans cette histoire de mon premier terrain, je suis obligé de raconter aussi brièvement que possible le contexte politique. Le Tchad était considéré un peu comme un des pays, par exemple, comparé au Sénégal, comparé à l'ex-Soudan, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, etc. C'était un peu le pays arriéré. Par exemple, en ce qui concerne les administrateurs coloniaux, un élève sortant de l'école bien placé, on l'envoie au Dahomey, au Sénégal, etc. Le cancre, le zéro de conduite, on l'envoie au Tchad. Et au Tchad, il y avait des régions qui étaient coupées, en saison des pluies, qui étaient coupées 8 mois de l'année. L'administrateur faisait ce qu'il voulait. Donc, il faisait rien du tout. Donc, c'était des pays, disons, et c'est pas un mal en soi, qui étaient sous-administrés. Bon. Lorsque l'indépendance est venue, les autorités, j'emploie toujours le mot autorité, donc par opposition au pouvoir réel, qui est le pouvoir politico-économique de l'ancienne puissance coloniale, les autorités de l'État indépendant voulaient réellement exercer leur autorité sur la totalité de notre territoire. Ils parlaient, alors quand on sait comment ont été définies les frontières du Tchad, il comparait ça, le Rhin, les frontières naturelles, le Rhin, les Alpes, les mers, etc. Le territoire sacré du Tchad, qui est une construction purement imaginaire, une construction coloniale. Donc, les régimes autoritaires, déjà par nature, parce que héritiers d'un pouvoir aussi par nature autoritaire qu'était le pouvoir colonial, même s'il pouvait être exercé d'une manière, disons, moins inhumaine, plus libérale. Mais c'est pas, par définition, c'est un pouvoir autoritaire, puisqu'il n'y a pas de corps intermédiaire entre la population et le pouvoir administratif, le corps administratif. Bon. Au fur et à mesure des années de l'indépendance, au fur et à mesure où le système vraiment s'implante, enfin prend consistance, le pouvoir, et ça c'est, je crois, général dans les anciennes colonies, le pouvoir indépendant, le pouvoir local, devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus tyrannique. Tombalbaye se trouve face à une société coloniale ne serait-ce que par l'obligation pour les 3/4 de la population de faire les cultures de rente, de faire la culture du coton, qui est le seul moyen
de créer du numéraire, c'est-à-dire d'avoir de l'argent qu'on va leur prendre pour l'impôt. Hein. Celui qui ne fait pas sa corde, la corde c'est le demi-art, celui qui ne fait pas sa corde de coton va en prison. Parce que s'il ne fait pas sa corde de coton, il n'a rien à vendre à la société qui va lui acheter sa récolte et il ne pourra pas payer l'impôt. L'impôt, c'est la capitation, c'est-à-dire 1000 francs CFA. Bon, pas ce que vaut 1000 francs CFA, c'est beaucoup pour eux, mais ce n'est pas beaucoup. Moi, des fois, je donnais 1000 francs CFA en cadeau, comme ça, comme on donnerait une pièce. Mais pour eux, c'était important. Donc, il y a la levée de l'impôt est conditionnée par le travail correctement fait de la culture du coton. Bon, les gens commencent à se révolter. D'abord, on se révoltait déjà, il y avait des révoltes à l'époque coloniale, mais il y a des révoltes plus importantes, notamment dans le sud du Tchad, à l'époque de l'indépendance. Donc, nécessité de renforcer le pouvoir de coercition, le pouvoir de répression. Alors, Tombal Baye, qui appartient par sa naissance à la société Sara, où se pratiquaient des formes d'initiation qui ont été décrites par Jolin dans La mort Sara, se dit « L'initiation est une formation de la jeunesse à l'obéissance la plus inconditionnelle possible aux grands, à leurs parents, aux pères. Et si j'utilisais l'initiation, le yondo, si j'utilisais le yondo pour, en quelque sorte, assujettir la population à mon pouvoir, puisque moi-même, je représente une espèce de super maître de l'initiation. Et Tombal Baye s'est effectivement livré à cette politique de l'initiation forcée. Il avait même créé, sur le modèle des CRS français, les CTS, compagnies tchadiennes de sécurité, pour aller dans les villages et, comme on dit en franco-africain, ramasser les enfants pour les mettre dans des camps d'initiation et les dresser. Alors au sens vraiment où nous entendons le mot dressage. Hein. La chicotte, vous savez, le mot chicotte, c'est la baguette avec laquelle on vous en donne de bons coups sur les fesses ou sur n'importe quelle partie du corps. Donc, il y a eu une espèce comment dirais-je, de durcissement de la situation qui était telle qu'elle s'est répercutée même sur les étrangers. C'est-à-dire que je me baladais dans le sud du Tchad, il y avait des enfants, quand je dis des enfants, 12, 13, 14 ans, qui étaient armés et qui étaient chargés d'être comme des supplétifs au CTS, qui m'arrêtent, qui me dit « Tu te crois le blanc supérieur aux autres, qu'est-ce que c'est que ça donne de l'argent, fais ceci, fais cela, tu n'as pas le droit d'aller là. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, j'ai l'impression de rentrer dans un système alors vraiment totalitaire. Et donc ça se passe dans les derniers mois, je crois que c'est le mois de novembre 66. Hein, c'est fini. Bon, je prends brutalement, ça je dois le dire, un coup de tête, mais un coup de tête finalement qui était finalement un coup de tête réfléchi. Je rentre dans la capitale, je vois des responsables dans la capitale, à Fort-la-Mer, N'Djamena, en disant je ne peux plus travailler dans cette partie de l'Afrique, il faut que j'aille ailleurs. Et il y a le colonel Chapelle, qui est un ancien administrateur colonial et qui est un homme extrêmement ouvert, notamment à la connaissance profonde, à la connaissance ethnologique des sociétés du Tchad, qui me dit « Soyez tranquille, je vous conseille d'aller dans le Mayo-Kébi, à l'ouest du Tchad, vous serez absolument tranquille. C'est une zone qui n'a jamais eu beaucoup de problèmes avec le pouvoir central. Vous pourrez travailler. Il y a un vieux roi très important qui règne. Enfin, c'est très mystérieux. Le royaume de Léré. Allez là-bas. » Et j'ai pris ma décision, d'ailleurs qui est une décision même
en tant que chercheur du CNRS, qui était difficile, parce que j'ai dû écrire une lettre à mon patron, qui était Georges Ballandier, en lui disant, voilà, pour telle et telle raison, celle que je viens d'expliquer, je suis obligé de partir du Moyen Chari et je vais travailler au Mayo-Kébi.